Merci beaucoup. Merci, chers amis. En relisant pour l'occasion Pacem in Terris, j'ai vu bien sûr que le droit à l'existence était souligné dans cette encyclique. Au numéro 11, par exemple, tout être humain a droit à la vie. C'est développé assez peu dans les détails, en réalité. Et puis, on s'aperçoit qu'en 1963, les menaces contre la vie qui viennent d'être évoquées par le Père n'étaient pas aussi présentes qu'aujourd'hui. Donc, il n'est pas tellement étonnant qu'en 1963, le pape Jean XXIII n'ait pas particulièrement insisté sur les menaces nouvelles sur lesquelles le pape Jean-Paul II, lui, a beaucoup insisté, et en les montrant justement comme des menaces nouvelles, comme des atteintes nouvelles contre la vie. À sa suite, le pape Benoît XVI aussi a beaucoup insisté sur ces menaces nouvelles qui sont attentatoires à la paix et à la justice. Et j'en veux pour preuve, dans le petit document qui nous a été remis, la lettre, le message de Benoît XVI au 1er janvier de cette année 2013, message pour la paix, dans lequel le pape Benoît XVI précise tout de suite, dès le début de son texte, en rappelant d'ailleurs l'anniversaire et en annonçant l'anniversaire de Pacem in Terris, il précise que les artisans de paix sont ceux qui aiment, défendent et promeuvent la vie dans son intégralité. Et à cet article numéro 4, Benoît XVI dit « Le chemin de réalisation du bien commun et de la paix est avant tout le respect pour la vie humaine considérée dans la variété de ses aspects, à commencer par sa conception, dans son développement et jusqu'à son terme naturel. Les vrais artisans de paix sont alors ceux qui aiment, défendent et promeuvent la vie humaine en toutes ses dimensions, etc., etc. » Je voudrais concrètement vous donner un exemple de bonne pratique à travers le témoignage qu'a laissé, l'expérience qu'a laissé le professeur Jérôme Lejeune et à travers ce que la Fondation Jérôme Lejeune, qui a repris son héritage, essaye de faire concrètement. Un mot pour rappeler que le professeur Jérôme Lejeune est un savant français qui est mort en 1994, donc très récemment, et qui a été un médecin par vocation et qui est devenu un chercheur par nécessité. En effet, en décrivant en 1958 pour la première fois les causes de ce que l'on appelait à l'époque le mongolisme, il mettait un terme concrètement à 200 ans d'explications non scientifiques et ouvertement, explicitement raciste. En effet, le Britannique Down, Langdon Down, en 1866, avait, lui, brossé un tableau clinique de ce très fréquent retard mental qu'on appelait le mongolisme. Et il l'avait expliqué, à l'époque, par une dégénérescence de la race blanche vers la race jaune, naturellement. Alors, autant le tableau clinique était acceptable, recevable, autant l'explication scientifique ne l'était pas. Et Jérôme Lejeune a montré au contraire, en 1958, qu'il s'agissait d'un accident chromosomique intervenu au moment de la formation des gamètes, donc avant la conception. L'enfant trisomique est porteur de 3 chromosomes 21 au lieu de 2, d'où la terminologie plus neutre, inventée par Jérôme Lejeune, de trisomie, 3 chromosomes sur la paire numéro 21, qui remplaçait ce terme de mongolisme qui évidemment donnait une connotation raciste tout à fait inacceptable. C'était très important sur le plan clinique parce que les parents n'étaient plus considérés comme des dégénérés, pas plus qu'ils ne devaient être considérés comme responsables de comportements plus ou moins avouables ayant causé cette anomalie chromosomique. On parlait de l'alcoolisme. Jérôme Lejeune a fait ses premiers travaux sur la trisomie 21 avec des crédits qui lui étaient donnés pour soigner les femmes contre la syphilis au début des années 60, c'est-à-dire qu'on suspectait encore les femmes d'enfants handicapés mentaux d'avoir des comportements sexuels vagabonds. Vous voyez à quel point, sur le plan scientifique, on était loin du compte. Donc cette approche clinique était bouleversée parce que les familles faisaient l'objet, depuis l'aube des siècles, d'une discrimination injuste. On changeait de trottoir quand on rencontrait un enfant trisomique ou mongolien, comme si on pouvait attraper par contagion le mongolisme, n'est-ce pas ? Donc c'était très important sur le plan clinique, mais non seulement cette découverte rétablissait la justice qu'on devait à l'égard de ces êtres humains, certes handicapés, mais tout de même dont nous partagions la même fraternité, mais en plus, Jérôme Lejeune ne pouvait pas s'en tenir là, et il a tout misé sur une perspective thérapeutique. Il lui fallait aussi trouver un traitement efficace, et il fut effectivement le premier médecin à entrevoir une utilisation de la génétique au bénéfice des patients, devenant le premier professeur de génétique en France
Non pas qu'il eût inventé la génétique, bien sûr, mais il a été le premier à l'enseigner en médecine. Avant, on l'enseignait en botanique ou en zoologie, mais pas en médecine, on ne voyait pas très bien ce qu'on pouvait en faire. Et il a anticipé effectivement un demi-siècle plus tôt l'utilisation de la génétique au bénéfice des patients et anticipant les progrès de la science que nous découvrons chaque jour, mais sans réussir lui-même, de son vivant, à soulager ses patients. Mais en portant un autre regard sur la maladie, sur les malades, il redonnait néanmoins fierté, courage et espoir aux parents d'enfants handicapés qui venaient du monde entier le consulter à l'hôpital des enfants malades à Paris. Malheureusement, très vite, sa découverte, et là nous rejoignons notre problématique de tension entre la technoscience et l'éthique qui a été soulignée par le père avant moi, malheureusement sa découverte a été déviée de toute finalité curative. À partir du moment où on pouvait analyser le génome in utero, on pouvait aussi éliminer le malade, faute d'être capable d'éliminer la maladie. Et la mise en place progressive puis généralisée du dépistage in utero des enfants trisomiques a conduit aujourd'hui en France et dans plusieurs pays développés à leur élimination quasi complète. 97% des enfants trisomiques qui sont diagnostiqués in utero sont éliminés par l'avortement. C'est la première fois dans l'histoire de la médecine qu'on arrive à éradiquer une maladie en supprimant le malade, faute d'être capable de supprimer la maladie. Sous couleur de la médecine, sous la bannière médicale, au fond, on pratique un acte de mort. Cette situation, Jérôme Lejeune l'a connue au début, il l'avait pressenti dès les années 70, ce qui l'amena très tôt à devenir non seulement le médecin qui voulait soigner les enfants handicapés mentaux, mais aussi leur avocat dans les débats de société, car les premières personnes qui ont été visées par l'instauration de l'avortement dans les sociétés développées, ça a été les enfants handicapés dont on pouvait déjà, in utero, à travers l'échographie ou la myosynthèse, savoir quel était le profil génétique et savoir s'ils étaient handicapés ou non. Donc le professeur Lejeune ne pouvait pas d'une main accueillir ces enfants à cause de leur handicap et les soigner, et à cause de leur handicap, d'une autre main, les rejeter. Donc son comportement était unifié, et c'est lui qui a effectivement élevé la voix pour dire non en France à la légalisation de l'avortement au nom du corps médical dans les années 70. Et l'histoire se souvient désormais autant du savant que des défenseurs de la vie. Un deuxième petit point sur l'œuvre de Jérôme Lejeune. Il est important de noter que l'œuvre de Jérôme Lejeune s'inscrit dans une vision globale de l'homme et de la médecine qui est puisée dans la plus pure tradition hippocratique. Il ne l'a pas fait au nom, il n'a pas défendu le respect de l'être humain dès son origine au nom de convictions religieuses. Et d'ailleurs, rejoignant en cela ce qu'ont dit les papes Jean-Paul II et Benoît XVI, ces principes, dit Benoît XVI, ne sont pas des vérités de foi. Ils ne sont pas non plus seulement une conséquence du droit à la liberté religieuse. Ils sont inscrits dans la nature humaine, identifiables par la raison, et donc communs à toute l'humanité. Et Jérôme Lejeune disait volontiers que le jour où l'Église lui dirait que l'avortement n'est pas la suppression criminelle d'un être humain, eh bien, il ne serait plus catholique. Mais en cela, il ne prenait pas beaucoup de risques, parce que l'Église n'a pas le pouvoir de dire que la suppression d'un être humain n'est pas un homicide. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas souvent. Ils se disent « Ah, mais l'Église va évoluer ». Non, l'Église ne peut pas évoluer sur une donnée de la nature qu'elle-même n'a pas établie. L'altérité sexuelle, l'humanité de l'être humain au début de sa vie, est une donnée sur laquelle l'Église n'a même pas le pouvoir en réalité. L'œuvre de Jérôme Lejeune s'inscrit donc dans cette vision hippocratique. Je veux parler bien sûr de ce serment d'Hippocrate qui n'était pas encore expurgé de ces dispositions par lesquelles un médecin digne de ce nom doit refuser de donner la mort, car vous savez que dans beaucoup de pays développés, le serment d'Hippocrate a été expurgé de sa dimension, de cette dimension où le médecin doit refuser de donner un abortif. Et il faut bien se souvenir qu'une pratique, Jérôme Lejeune le disait, la pratique de donner la mort n'est pas la pratique d'un médecin. De même qu'un acte médical n'est pas un acte qui se pratique en blouse blanche. Vous pouvez en blouse blanche délivrer la mort et vous pouvez sans blouse blanche poser un acte médical si vous sauvez votre voisin en lui faisant un massage cardiaque. Ces principes de base doivent être répétés souvent. Cette œuvre consiste pour nous, qui assumons l'héritage de Lejeune, à prendre et à exprimer des positions claires pour respecter la vie de chaque être humain, de sa conception à sa mort naturelle, dans notre exercice médical et scientifique. N'est-ce pas, de la fécondation à la mort naturelle, c'est le même être humain qui s'épanouit et qui meurt. Il ne s'agit pas d'une opinion, encore une fois, ni d'un avis
personnel. Moi, je n'ai pas d'avis ni d'opinion sur l'embryon humain, mais il s'agit d'une observation qui n'est d'ailleurs contestée par aucun scientifique dans le monde. Aucun scientifique dans le monde ne prendrait la responsabilité de publier dans une revue scientifique un article dans lequel il dirait que l'embryon humain n'est pas un membre de l'espèce humaine. Ils peuvent dire à la télévision ce qu'ils veulent, mais ils ne publieront pas parce que de ce jour-là, ils ne seraient plus scientifiques. Donc le respect de chaque être humain, pour nous, ne dépend ni de son âge, ni de son infirmité, ni de la maladie qui pourrait l'accabler. Et la médecine reste au service de la vie finissante et de la vie commençante. Et donc, effectivement, l'être humain ne peut être privé du droit à un développement progressif dans le ventre de sa mère. Il ne peut être soumis à aucune forme d'exploitation, ni considéré comme un matériau de recherche. Cette position est loin d'être un repli dicté par une obscure crainte de la science ou de la technique. Il n'est pas nécessaire, et on le voit tous les jours, il n'est pas nécessaire de transgresser pour progresser. C'est une équation qui est souvent présentée par les médias en disant « mais si vous voulez progresser, il faut transgresser ». La médecine a toujours procédé comme ça. En réalité, ce n'est pas aussi juste que ça. Il n'y a pas besoin de progresser, de transgresser pour progresser. Au contraire. Et l'œuvre de Jérôme Lejeune et l'œuvre médicale et la vie hippocratique est ouverte à tout progrès scientifique et technique, le respect de chaque être humain étant sauvegardé. La Fondation a pour but de poursuivre cette œuvre en agissant, en cherchant, en soignant et en défendant la vie. Elle a une consultation médicale très nombreuse, une consultation interdisciplinaire qui est tournée vers des patients qui souffrent d'un retard mental d'origine génétique. Et cette consultation permet de traiter des tas de choses qui peuvent être faites, le sont. On peut traiter les choses, pas le retard mental, mais tout ce qui entoure le retard mental. On peut évaluer les progrès, on peut prévenir de surhandicap, on peut anticiper le vieillissement. Et puis surtout, notre ambition, c'est, à la suite de Jérôme Lejeune, de rendre aux patients handicapés les aptitudes qu'ils portent en eux, mais qu'ils ne peuvent pas expliquer à cause de certains désordres génétiques. Et nous avons là des raisons tout à fait nobles et nouvelles de nous émerveiller de ce que la technique et la science peuvent apporter, car aujourd'hui, on peut dire que toute perspective thérapeutique n'est pas inaccessible et nous avons la conviction qu'on arrivera, nous arriverons, nous ou d'autres d'ailleurs, mais dans quelques années, à rendre des capacités cognitives aux personnes handicapées mentales et en particulier trisomiques 21. On ne fait pas progresser la science en s'interdisant une recherche pour des raisons idéologiques et non seulement supprimer tous les malades issus d'une pathologie qu'on peut repérer à l'échographie ou à l'hémosynthèse, non seulement c'est immoral, bien sûr, mais c'est aussi une erreur de méthode sur le plan scientifique. On ne comprend pas davantage la maladie et on ne la combat pas. Effectivement, ce n'est pas une victoire ni de la médecine ni de la science que de supprimer le malade. Et cette recherche sur la trisomie est très emblématique et très symbolique parce qu'elle a été délaissée volontairement, en raison justement des facilités offertes par l'avortement systématique. Donc il y a vraiment une réflexion très forte qui montre que nous allons arriver, nous ou d'autres encore une fois, mais les chercheurs arriveront à vaincre la trisomie, non pas en éliminant le patient, mais vraiment en faisant progresser la science et la technique. Et ça, nous sommes vraiment au bord de cette explication, si vous voulez. Je passe enfin pour dire que nous avons parallèlement, nous n'avons pas cessé de lutter contre l'utilisation de l'embryon humain comme matériau de recherche. Et là aussi, la Fondation a été relativement prophétique, entre guillemets, en travaillant notamment avec l'Académie pontificale pour la vie et en faisant connaître 6 ans avant qu'il ne reçoive le prix Nobel, le savant Yamanaka, c'était avec Jacques Ciodo, je me souviens bien, à l'Académie pour la vie, on l'a fait venir à Rome, il n'était absolument pas connu, nous avions fait venir des journalistes de toute l'Europe, et Yamanaka a commencé à être connu, et sa publication qui l'a fait connaître, c'était en 2007, nous l'avions fait venir à Rome en 2006. Et là, on voit bien que cet engagement, pour nous, est directement en prise avec notre recherche. Ces fameuses cellules souches qui ont été évoquées, qui ne sont pas des cellules embryonnaires, qui permettent de travailler sur des cellules souches et à penser à une thérapie cellulaire, nous seront, à nous, très utiles. Et encore une fois, il n'est pas nécessaire de transgresser pour progresser. Je reviens pour terminer et conclure au premier mot de Pacem in Terris, et je le cite, cette très belle phrase, « Les progrès des sciences et les inventions de la technique nous en convainquent. Dans les êtres vivants et dans les forces de l'univers, il règne un ordre admirable. Et c'est la grandeur de l'homme de pouvoir découvrir cet ordre et se forger les instruments par lesquels il capte les énergies naturelles et les assujettit à son service. » De son côté, Jérôme Lejeune
disait aussi cette belle phrase: la religion et la science, comment pourrait-il y avoir contradiction entre le vrai et le vérifié? C'est toujours le second qui tarde. Donc toujours cette idée de la vérité qu'on ne finit pas de découvrir, et c'est toujours notre accès à la vérité qui est lent par rapport à cette vérité qui existe. Et puis je termine enfin par une citation d'un saint récemment canonisé, je crois, le 31 août 2013 à Bucarest. C'est le prince Vladimir Žižka, qui est un homme qui a été martyrisé à la fin de la guerre en Roumanie, après avoir beaucoup vécu en France et singulièrement à Paris, qui était en même temps un homme de lettres, qui avait le sens des aphorismes et qui disait cette très belle phrase: « Dans la science, l'homme ne fait que mendier aux choses quelques secrets de leur obéissance à Dieu. » Je vous remercie.